Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce point presse. Nous commencerons avec un éclairage sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine à la participation française au dispositif Enhanced Air Policing, expression de la solidarité stratégique à l'œuvre au profit de nos alliés baltes. Dans ce cadre, nous accueillons aujourd'hui deux intervenants, le général de division aérienne Xavier Buisson, général commandant en second du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA, exposera les objectifs et les modalités de la mission Enhanced Air Policing, EAP, qui assure la protection de l'espace aérien des pays baltes. Le commandant Mathieu, commandant de détachement, présentera ensuite la contribution française à EAP, c'est-à-dire le déploiement de la France sur la base de Šiauliai en Lituanie de décembre 2024 à fin mars 2025. Il y a assuré le premier mandat du commandement sur cette période. Nous terminerons avec le point sur les opérations militaires françaises présentées par le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Je débute avec une actualité du ministre des Armées. En ce moment même, le ministre Sébastien Lecornu participe à la réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne qui se tient à Varsovie. Cette séquence s'inscrit dans une actualité marquée par la densité des dialogues bilatéraux du ministre des Armées avec ses homologues du continent européen. Ces 2 dernières semaines, il a ainsi accueilli à Paris les ministres de la Défense croates, suédois, ukrainiens, lettons puis danois. La réunion à Varsovie porte sur le soutien militaire de l'Union européenne à l'Ukraine et sur le livre blanc pour une défense européenne. Passons aux actualités de l'armée de l'air et de l'espace. Le 9 avril, la base aérienne 133 de Nancy-Ochet organise la cérémonie de mise en service opérationnel du Mirage 2000D RMV, RMV pour rénovation à mi-vie. Cette cérémonie sera présidée par le général de division aérienne Vincent Chussot, sous-chef plan-programme de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Une flotte de 50 Mirage 2000D bénéficie de cette rénovation à mi-vie dans le cadre de la loi programmation militaire 2019-2025. Cette rénovation, qui s'achèvera à la fin de l'année avec la livraison des derniers appareils, pérennise les capacités des avions concernés et leur permet de poursuivre leurs engagements opérationnels aux côtés des Rafales au-delà de 2030. Les Mirage 2000D rénovés sont notamment équipés d'un canon de 30 mm, conférant aux équipages une capacité d'appui-feu rapprochée pour les missions d'attaque au sol, et d'un armement air-air modernisé avec le remplacement des missiles Magic 2 par des missiles Mika. Les journalistes souhaitant assister à cette journée sont priés de s'agriter auprès du CIRPA Air et Espace avant le 4 avril, c'est-à-dire avant demain. Autre événement de l'armée de l'air et de l'espace, mais un peu plus tard. Le 24 et 25 mai, la base aérienne 123 commandant Charles Paoli d'Orléans-Brissy accueillera en effet la prochaine édition du Meeting National Air. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir jusqu'à une centaine d'appareils civils et militaires au sol et en vol et d'assister à des démonstrations aériennes uniques et spectaculaires. Les passionnés d'aviation, les professionnels ou encore les familles iront à la rencontre du personnel et découvriront les métiers de l'air et de l'espace du ministère des Armées et plus largement de la communauté aéronautique. Plusieurs ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace seront présents. Événement majeur de l'aéronautique organisé au profit de la Fondation des œuvres sociales de l'air, la FOSA, qui soutient les aviateurs en difficulté et leurs familles. Les meetings de l'air attirent chaque année plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans l'objectif de promouvoir l'aéronautique et de susciter des vocations auprès de la jeunesse. Et je crois que nous avons un petit film. Quelques mots d'actualité sportive en ce cas. Du 23 au 30 mars, la Suisse accueillait la 5e édition des Jeux mondiaux militaires d'hiver, grand rendez-vous sportif international organisé par le Conseil international du sport militaire.
Plus de 1500 athlètes issus de 43 pays se sont affrontés dans un esprit de fraternité et de compétition. L'équipe de France militaire était représentée par une délégation de 67 athlètes engagés dans 13 disciplines sportives. Celles-ci étaient le ski alpin, le snowboard alpin, le ski de fond, le biathlon, le ski alpinisme, la course d'orientation à ski, la patrouille militaire, le cross-country et l'escalade sportive, mais aussi le paraski alpin, le parasnowboard, le paraski de fond et le paracross-country. Les athlètes français ont porté haut et fort les couleurs tricolores, faisant de la France la première nation de ces Jeux en décrochant 26 médailles, dont 13 en or, 2 en argent et 11 en bronze. Au-delà de son enjeu sportif, cet événement illustre l'engagement des armées dans la promotion de l'excellence, de la résilience et de l'inclusion à travers le sport. Quittons la Suisse et les Jeux d'hiver pour l'Angleterre et le rugby. Comme annoncé lors du dernier point presse, les équipes de rugby masculines et féminines de la Marine nationale et de la Royal Navy se sont affrontées sur le terrain du stade de Portsmouth, à l'occasion de leur rencontre annuelle. Ce crunch s'est soldé par 2 très belles victoires des équipes tricolores, avec un score de 53-5 pour les femmes et de 22-15 pour les hommes. Bravo à tous nos marins pour ces rencontres fortes en engagement. Actualité culturelle maintenant. Avec la participation du ministère des Armées au Festival du Livre, qui se tiendra du 11 au 13 avril à Paris. Cet événement annuel est l'occasion pour le ministère de présenter sur son stand une vaste sélection d'ouvrages consacrés aux grands enjeux de défense, à l'histoire militaire, à la géopolitique, à la guerre, ainsi qu'aux témoignages de ceux qui en sont les acteurs. Les visiteurs découvriront une offre diversifiée de romans, de récits historiques, de reportages photographiques, de BD et de manuels stratégiques, proposés par les armées, directions et services du ministère, réunis pour l'occasion sous le slogan « Écrire et servir ». Le public pourra également rencontrer des auteurs lors de séances de dédicaces. Autre rendez-vous culturel, en amont du 46e Salon de la Marine qui se tiendra du 13 mai au 2 août 2026 au Musée national de la Marine à Paris, l'Association des peintres officiels de la Marine a effectué un appel à candidature. Appel à destination des artistes spécialisés dans l'univers maritime, que ce soit dans les disciplines de la peinture, de la photographie, de la sculpture ou encore de l'art digital. Les lauréats auront l'opportunité exceptionnelle de voir leurs œuvres exposées. Le salon sera également l'occasion de nommer de nouveaux peintres officiels de la Marine, titre honorifique décerné par le ministre des Armées. L'année 2026 marquant les 400 ans de la Marine, cette édition du Salon de la Marine sera donc placée sous le thème « 400 ans d'art et de combat ». Les candidats peuvent envoyer leur dossier jusqu'au 15 septembre 2025. Pour plus d'informations, je vous invite à scanner le QR code affiché. Ouais, on le voit bien. Le QR code affiché ou à consulter la page internet du Centre d'études stratégiques de la Marine. Revenons maintenant à l'opérationnel. Soulignons tout d'abord que s'achève ce jour la 7e édition du salon Sofins au camp de Souges, en Gironde, articulé autour des thèmes du combattant augmenté et de la maîtrise de l'environnement. Le Sofins permet de présenter des matériels innovants et sophistiqués utilisés par nos forces. À travers sa participation à ce salon, le ministère des Armées réaffirme son soutien aux entreprises de la BITD, essentielles à l'autonomie stratégique de la France. S'agissant de préparation opérationnelle, notons que du 14 au 26 avril, le 2e régiment du matériel conduira l'exercice régimentaire Antares sur le camp de la Courtine dans la Creuse. L'exercice mobilisera 120 maintenanciers et plus d'une vingtaine de véhicules, dont 4 porteurs polyvalents logistiques, des véhicules de transport blindés et armés, équipés d'un bras de chargement hydraulique. Il vise à réaliser plusieurs types de dépannage sur des chars, sous le feu ou en zone sécurisée. Avec cet entraînement, le 2e Hermat maintient une préparation opérationnelle optimale dans un contexte d'engagement de haute intensité. Par ailleurs, en Haute-Marne, la batterie d'acquisition et de surveillance du 11e régiment d'artillerie de marine mènera, du 14 avril au 6 mai, une formation de 3 semaines à l'école des drones au quartier Général d'Aboville, près de Chaumont. Les artilleurs de marine seront formés à la mise en œuvre des 4 drones de renseignement et d'observation DT-46,
récemment perçu par le 11e Rama. Ce nouveau système d'armes renforce l'appui des forces terrestres en facilitant le renseignement et l'acquisition des cibles. Je conclus ces actualités en signalant le succès d'un tir de missile Aster réalisé le 1er avril par la frégate singapourienne RSS Formidable au large de Toulon, en présence du chef d'état-major de la marine de Singapour. Ce tir a été conduit dans le cadre d'un accord technique avec DGA Essais de missiles, organisme chargé des essais de systèmes d'armes français dans les domaines aériens, terrestres, marins et sous-marins. Effectué en coopération avec la Marine nationale et la DGA, ce tir illustre le partenariat stratégique qui lie la France et Singapour, nation riveraine de l'Indo-Pacifique. Les deux pays construisent depuis de nombreuses années une relation bilatérale forte afin de contribuer à l'équilibre régional, basé sur le respect du droit international et le renforcement du multilatéralisme. Ce partenariat s'est notamment traduit récemment par une escale du groupe aéronaval à Singapour, début mars 2025, dans le cadre de la mission Clemenceau 25, et par la participation des marines des deux pays à l'exercice multinational La Pérouse, visant à contribuer à la sécurité des détroits au large de l'Indonésie. J'en ai fini avec les actualités. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions? Oui, Pierre Julien, indépendant. Une question sur le meeting d'Orléans. Est-ce qu'on a une idée de la participation de la patrouille de France? Bonjour, Colonel de Flandre, CIRPA Air Espace. La participation de la patrouille de France est en cours de réflexion. Ce que j'expliquais juste avant, certaines dates, certains meetings ont dorénavant été annulés, les tout premiers. La question se pose encore sur Orléans, le type. Je pense que la patrouille de France sera présente. Après, quelle taille, quelles évolutions, etc., ça reste à déterminer. Et on vous communiquera dès qu'on aura les infos. Très bien, passons donc au focus thématique consacré à la participation française au dispositif Enhanced Air Policing dans les pays baltes. Depuis l'adhésion à l'OTAN en 2004 des 3 États baltes, 15 nations alliées se relayent tous les 4 mois pour préserver la souveraineté des espaces aériens de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. En effet, ces pays ne disposent pas de leurs propres moyens de police du ciel. Sous le commandement de l'OTAN, la Baltic Air Policing, outil de réaction rapide destiné à assurer la sûreté et l'intégrité du ciel balte, a donc été mise en place. 10 ans plus tard, l'annexion de la Crimée par la Russie a amené l'OTAN à adopter un ensemble de mesures de réassurance sur son flanc est. Ce renforcement de la posture de défense souligne la détermination alliée à dissuader la Russie de toute agression ou menace d'agression contre un membre de l'OTAN. La police du ciel dans les pays baltes est ainsi renforcée par des mesures baptisées Enhanced Air Policing. La France a répondu présente avec le déploiement régulier d'aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace. Dans un contexte marqué par le retour de la guerre de haute intensité en Europe, les forces françaises restent solidaires de leurs alliés en contribuant à faire respecter la souveraineté de l'espace aérien balte par une position ferme mais non escalatoire. 4 Rafale B de la 4e escadre de chasse, puis 4 Rafale C de la 30e escadre de chasse, à chaque fois accompagnés d'une centaine d'aviateurs, ont été déployés ces 4 derniers mois pour participer à cette mission de réassurance, aux côtés des Eurofighters italiens et des F-35 néerlandais. C'est la 3e année consécutive que la France déploie des capacités aériennes sur la base de Choleï, en Lituanie, après les Mirage 2000 en 2023 et les Rafale C en 2022. Je n'en dis pas plus et cède maintenant la parole au général de division aérienne Xavier Buisson et au commandant Mathieu, afin qu'ils vous exposent plus en détail les enjeux et la réalité de cette mission essentielle pour notre sécurité collective. Xavier, c'est à toi. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis le général Xavier Buisson. La suivante, s'il vous plaît. Bon, évidemment, sujet d'actualité, puisque j'étais pas plus tard que lundi dernier à la cérémonie dite OTO pour Handover Takeover, c'est-à-dire la cérémonie de transfert de tenue d'alerte entre la France et l'Italie et nos successeurs, donc la Pologne et puis la Roumanie. Alors, pourquoi sommes-nous là-bas ?
Tout d'abord, ça a été évoqué tout à l'heure, mais la première raison, c'est le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN sur le flanc Est, à laquelle la France et l'armée de l'air et de l'espace en particulier contribuent depuis un certain temps. La suivante, s'il vous plaît. Comme ça a été évoqué à l'instant. La contribution française, elle est évidemment significative et l'armée de l'air s'y engage avec force puisqu'elle y déploie systématiquement des capacités haut du spectre dans une perspective non escalatoire, ça vient d'être évoqué, mais également et surtout dans le respect du droit international, mais également de la liberté de circulation. Le deuxième élément et la deuxième raison pour laquelle nous sommes présents dans cette mission, c'est la cohésion et la solidarité stratégique des alliés de l'OTAN sur le flanc Est. Pour la France et pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est démontrer notre agilité pour conjuguer mission de police du ciel et entraînement avec nos alliés, avec nos partenaires alliés. C'est également démontrer que l'armée de l'air et de l'espace et la France est un partenaire fiable, crédible et solidaire. C'est également démontrer notre capacité à agir et à se déployer ponctuellement, comme dans la durée ou sur très court préavis. Donc ça a été dit, ce dispositif est complété depuis 2014 par un plot en Estonie, actuellement tenu par les Néerlandais, ce qui effectivement nous a permis de développer un certain nombre de coopérations et d'échanges, non seulement avec les Italiens, mais avec les Néerlandais. Je ne vais pas revenir sur ces chiffres, mais 11e participation de la France, donc on s'inscrit bien dans la durée. 8e déploiement français en Lituanie pour une même mission. C'est également la preuve d'un engagement dans la durée auprès de nos partenaires lituaniens. Suivante. Donc le mandat EAP 67, donc 67e bloc pour lequel les armées européennes contribuent à cette mission de police du ciel. La participation récente française a bien été rappelée. Il s'agissait dans la configuration de cette année donc d'un déploiement de 4 Rafales sous 2 mandats et une centaine de personnes. De quoi s'agit-il précisément ? Cette mission est la mission qui est confiée à nos aviateurs au-dessus des territoires baltes. C'est la tenue d'alerte de la défense aérienne dans le cadre de l'OTAN. De manière globale, l'espace aérien de l'OTAN est divisé en une partie nord et une partie sud, avec chacune un centre d'opération dédié, pour la partie nord à Eudem en Allemagne et pour la partie sud à Torreón en Espagne. Dans le cadre de la police du ciel au-dessus des États baltes, c'est le centre d'opération de Eudem en Allemagne qui assurait effectivement la direction des opérations et donnait les ordres à nos équipages, et également aux équipages italiens qui étaient présents avec nous. Deuxième élément, c'est le régime d'alerte qui est tenu par nos aviateurs au cours de ce mandat. De manière synthétique, vous en avez 2 principalement, ce qu'on appelle le ARS-5 et le ARS-180. Le premier cas étant, nos avions sont en alerte au sol, prêts à décoller en 15 minutes, donc c'est bien RS-15. Et puis le deuxième cas, une capacité de décollage en 180 minutes, ce qui permet effectivement à nos équipages et aux détachements de réaliser un certain nombre de missions d'entraînement avec nos partenaires. S'agissant de cette capacité d'entraînement, non seulement les conditions d'accueil, les conditions de réalisation de la mission au-dessus des pays baltes sont un formidable espace d'opportunité pour nous permettre justement de développer ces coopérations. En premier lieu avec nos partenaires de l'OTAN. Sur ce mandat, on note, et je note, 13 sorties avec les Italiens et 17 sorties avec les Néerlandais, qui étaient présents en Estonie avec une capacité F-35. Donc vous voyez, une cohabitation d'avions de génération commune, proche, qui permettent de développer et de travailler ensemble sur nos capacités à œuvrer de manière coopérative. S'agissant de la coopération opérationnelle, un certain nombre de missions, un certain nombre d'opportunités nous ont permis d'ouvrir un certain nombre de domaines, en particulier dans le cadre de la défense aérienne contre les drones. Mais également des entraînements au tir de nuit canon sur Rafale, quelque chose que l'on fait un peu moins couramment chez nous, mais ces opportunités étaient créées également par un État lituanien qui nous a ouvert les portes de ces champs de tir.
Donc, je tiens à souligner la qualité de l'accueil de la Lituanie, qualité qui a été soulignée par Madame Evrard, qui est ambassadrice de France en Lituanie, lors de son discours à l'occasion de la cérémonie de transfert d'alerte. Mais également, c'est un sujet et un point qui a été souligné par l'ensemble des ambassadeurs qui étaient présents. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une rotation qui est réalisée de façon très récurrente entre les différents pays de l'OTAN en Lituanie. Donc, on voit effectivement au fil de ces déploiements et également au fil des coopérations que les choses se développent. La base de Cholet que l'on évoquait, sur laquelle étaient stationnés nos aéronefs, a connu un fort développement depuis une dizaine d'années. Et tout cela grâce effectivement à la présence répétée de détachements militaires sur place. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse découvrir le bilan chiffré réalisé tout au cours de ce mandat, avec toutefois 2 points d'attention particuliers. Le premier, pour bien préciser, au travers des 10 interceptions réelles d'aéronefs russes, pour préciser qu'effectivement la menace aérienne, elle est bien présente, et donc non pas qu'elle justifie la mission, mais elle permet de quantifier les choses et d'argumenter le fait d'être présent à l'échelle de l'OTAN sur site, et précise également la volonté de la France à y contribuer face à ce type de menace qui est bien réelle. Le second point, dans la partie entraînement, c'est le déploiement dit ACE, ACE pour Agile Combat Employment, qui est un concept en fait de déploiement réactif associé à une faible empreinte logistique. Concrètement, ça signifie qu'on prend des avions, 3, 4 voire plus, que l'on déploie dans un pays. Dans le cas précis, c'était en Suède, sur la base de l'Oulea, avec les avions qui permettent de réaliser la mission, mais l'environnement qui permet effectivement de remettre en œuvre ces avions et de leur permettre de poursuivre la mission avant éventuellement un complément logistique qui pourrait être nécessaire. Donc on qualifie au travers de ces déploiements la réactivité et la capacité et l'agilité de l'armée de l'air et de l'espace. Ça permet également d'entretenir auprès de la nation hôte, en l'occurrence les Suédois sur cette occurrence, permet effectivement d'entretenir le contact, mais également de faire travailler la nation hôte à notre profit au travers de ce qu'on appelle le cross-servicing. Cross-servicing étant cette capacité d'échange entre les nations otaniennes aujourd'hui en termes d'accueil d'aéronefs militaires, d'aéronefs de combat, mais également de soutien. Et on le voit aujourd'hui dans le développement de cette capacité, de remise en œuvre également de nos avions. On le voit aujourd'hui au travers des différents exercices auxquels l'armée de l'air et l'espace contribuent et participent. Je pense à l'exercice TLP, Tactical Leadership Programme, auquel au fait aujourd'hui on devient très performant, puisque des mécaniciens d'autres nations interviennent sur nos avions et nos mécaniciens français interviennent également sur la remise en œuvre d'avions étrangers. Suivante. Voilà. Pour conclure, la participation de l'armée de l'air et de l'espace à la mission EAP est un témoignage de l'engagement de la France et de l'armée de l'air et de l'espace en Europe. C'est également la démonstration d'un investissement permanent auprès de nos partenaires avec lesquels nous œuvrons quotidiennement aujourd'hui. L'armée de l'air et de l'espace s'inscrit évidemment totalement dans cet engagement au sein de l'OTAN, au bénéfice de la sécurité collective, ça a été évoqué tout à l'heure. Et je souhaiterais, pour illustrer ce propos, évoquer la mission Pégase 2025 qui aura lieu à la fin du mois, qui s'inscrit pleinement dans cette démarche de démonstration des capacités de déploiement opérationnel de nos forces. Donc la crédibilité opérationnelle est ainsi confirmée au travers de ce type d'exercice. Dans le cadre, je l'ai évoqué, d'un déploiement en empreinte logistique réduite qui permet toutefois de garantir des opérations et une efficacité dans nos opérations. Et puis enfin, le point qui est l'interopérabilité, qu'on travaillera au travers de ce déploiement avec nos camarades suédois, polonais et croates. Et donc tout cela dans un environnement, une mission qui durera une dizaine de jours.
Voilà. Avant de céder la parole, un tout petit point. Donc cette mission EAP, donc ce bloc 67, marque aussi pour 2025 et illustre la capacité de défense aérienne de nos forces, puisque cette année, l'armée de l'air et de l'espace fête également les 80 ans de la défense aérienne. Je vous remercie. Bien, merci. Si nous avons le commandant Mathieu en ligne, la parole est à lui. Si vous m'entendez. Oui, c'est bon, on vous entend. Comme je le disais, je suis le commandant Mathieu. J'étais le chef du détachement R pour la première partie de la mission EAP, donc à proprement dit pour la période de décembre à janvier 2025. Mon rôle dans le dispositif, c'était déjà de planifier en amont la préparation, le déploiement de cette mission, mais également de coordonner l'activité aérienne aux côtés des autres nations qui étaient concurrentes avec la France durant cette période, donc les Pays-Bas et l'Italie. Donc comment cette coordination s'est faite, c'est déterminer qui était en semaine hot ou cold. Ce que j'entends par hot, c'est l'astreinte en readiness status à 15 minutes et call à l'astreinte en readiness status à 180 minutes. Bien entendu que le centre de commandement de UDEM était maître de l'architecture de cette organisation, mais néanmoins laisser la main aux nations de se coordonner entre elles pour faire cela. Ce qui nous était demandé, le contrat, c'était qu'il y ait toujours de deux nations qui soient hot en même moment, pendant qu'une était cold. Pourquoi? Pour permettre d'avoir plus de réactivité et plus de robustesse dans le déclenchement d'alerte potentiellement. D'autant que nous avions deux plots, le plot qui était à Cholet, qui était armé par les Français et les Italiens, mais le plot également qui était situé en Estonie sur la base aérienne d'Amari, qui était armé par les Néerlandais avec les F-35. À tout moment, même si nous étions en semaine cold, l'OTAN pouvait redemander à la nation qui était cold de repasser en semaine hot pour des raisons diverses, telles qu'une mauvaise météo sur le plot d'Amari, par exemple, ou des raisons techniques. Donc, c'est pour ça que la semaine cold signifiait vraiment un readiness status de 180 minutes. Ça veut dire qu'au bout du déclenchement, en 180 minutes maximum, nous étions capables de armer les avions et de pouvoir être en vol pour une interception potentielle. Dans la conduite de la mission, durant les semaines hautes, les équipages tournaient tous les jours pour maintenir cette alerte de readiness status de 15 minutes. Pendant ces semaines, même si nous étions d'alerte, nous continuions à faire des entraînements organiques tout en les planifiant avec l'OTAN et les nations concurrentes. Et la différence avec la semaine cold, c'est que pendant la semaine cold, nous n'étions pas armés pour cela. Donc pendant la semaine cold, nous ne pouvions pas faire d'interception réelle. C'est vraiment la grosse différence majeure entre ces deux types d'astreintes. Ensuite, les interceptions que nous avons eues, il y a deux possibilités. Soit il y a un comportement qui a été douteux de la part d'un appareil, et il y a un déclenchement qui fait que nous décollions sous alerte pour pouvoir intercepter un appareil. Ou on avait une reprogrammation au vol durant un de nos entraînements organiques aux côtés des autres nations, où pendant le vol, on repasse sous un régime d'alerte réel et on est reprogrammé pour une interception pour aller voir ou identifier un appareil potentiellement douteux approchant de l'espace aérien des pays baltes. Ce qui est à noter, c'est que de par la position stratégique de la Lituanie entre la Biélorussie,
l'enclave de Kaliningrad et la position par rapport aux autres pays baltes et Saint-Pétersbourg. La majorité des interceptions que nous avons eu à faire avaient pour type de profil des appareils qui faisaient la liaison entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Donc ces appareils, en grande majorité, font cela en respectant les espaces aériens de chaque pays. Néanmoins, dès que l'OTAN avait un doute sur le comportement ou sur le non-respect des règles aériennes de circulation, on était déclenché pour aller vérifier la composition du vol ou du package qui était organisé sur ce vol-là. Et c'est vraiment autour de cette mission-là, de mesures actives de sûreté aérienne, que prend naissance vraiment notre présence dans les pays baltes. Le but étant d'agir à tout moment pour aller vérifier la composition des aéronefs qui étaient douteux, vérifier que leur comportement ne mettait pas en danger l'espace aérien des pays baltes, qui respectaient les ordres qui leur étaient donnés par les centres de contrôle aérien des pays baltes, mais également si globalement ils respectaient ce qui avait été annoncé initialement dans leur dépôt de plan de vol. Donc voilà comment se passaient nos missions. Et en termes d'entraînement organique, comme l'a annoncé avant le général Buisson, c'est vraiment l'interopérabilité qui était mise en œuvre entre le dispositif aérien EAP et BAP, donc entre les Italiens, les Néerlandais et les Français, mais également avec les troupes au sol. Comme vous le saviez, au mois de décembre, fin novembre et décembre 2024, il y a eu l'exercice PICNE en Estonie avec un gros exercice d'intervention au sol avec les différentes troupes, que ce soit britanniques, françaises et estoniennes. Et les Rafales ont participé à ces entraînements avec de l'appui de troupes au sol. Donc ça permet de s'entraîner, de maintenir les procédures otaniennes et de vérifier que les troupes au sol les respectent pour qu'on puisse interagir de manière commune ensemble, mais également de pouvoir nous entraîner dans cette mission-là, mais également entraîner les troupes au sol. Voilà globalement comment s'est déroulé l'ensemble du détachement. J'en ai terminé avec ma présentation. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Ça va être au commandant. Désolé mon général, mais je vais commencer. Bonjour commandant. Juste trois petites questions par rapport aux interceptions que vous avez faites des appareils russes. Donc c'est plutôt des avions de transport que des avions de renseignement qui venaient un petit peu chatouiller les limites. Donc c'est pas comme on a pu voir certains Ilyushin 20 et autres qui étaient interceptés. Ça, c'est ma première question. Sous-jacente, d'ailleurs, pas d'agressivité donc de la part des avions russes. Autre, quelles sont les contraintes que vous avez à être déployés dans des pays baltes? Je ne sais pas tout bêtement le froid, parce que vu la saison où vous êtes parti. Et puis dernière, est-ce que vous avez fait des ravitaillements en vol et quels sont les appareils qui vous ont permis d'être ravitaillés? Tout d'abord, par rapport à votre première question, sur ma première partie de mandat, nous avons eu 3 interceptions réelles. Majoritairement, effectivement, c'était des avions de transport, mais il y a eu un Ilyushin 20, donc avion de transport doté de capacité de recueil, que nous avons intercepté. Comme vous l'avez annoncé, ces appareils chatouillaient l'espace aérien des pays baltes sans pour autant la violer. Donc nous, notre rôle dans cette affaire, c'était de vérifier déjà quel type d'appareil était en vol à ce moment-là et montrer que nous étions là pour intervenir en cas de viol de l'espace aérien des pays baltes. Ensuite, par rapport aux contraintes météorologiques que nous avons pu avoir, oui, le froid était une donnée à prendre en compte. Néanmoins, sur mon mandat, on a eu une météo plutôt clémente par rapport à ce qui était attendu, et ce qui fait que nous avons eu quelques contraintes par rapport à l'enneigement de la piste, mais peu par rapport à ce qu'on l'estimait. D'autant plus que la Lituanie a mis en œuvre pas mal de moyens pour subvenir et éviter cela. Ce que j'entends par là, c'est que les shelters sous lesquels étaient parqués les avions
étaient chauffés, ce qui permettait déjà d'éviter un froid glacial au niveau de la maintenance des avions et de les maintenir en température pour pouvoir œuvrer à tout moment, et que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée. Et ensuite, par rapport à la question sur les ravitaillements en vol, oui, il y a une mission où on a eu un ravitaillement en vol pour une mission de réassurance aux côtés des pays de l'OTAN. Et c'était sur un MRTT A330 néerlandais. Pas de questions en ligne. Je compléterai peut-être avec une question à l'attention du général ou du commandant chef de détachement, simplement pour décrire un peu l'accueil, la fraternité d'armes là, qui peut se développer sur base dans le cadre de ce mission. Je vais répondre pour la partie de la cérémonie. L'accueil effectivement était remarquable. J'ai particulièrement senti une vraie appétence faite des autorités lituaniennes. J'ai eu l'occasion d'échanger non seulement avec le chef d'état-major des armées lituanien, le commandant de la base aérienne lituanienne, mais également le vice-président qui présidait la cérémonie, qui nous ont tous grandement remerciés pour notre présence et notre participation à cette mission de police du ciel au-dessus des pays baltes, en nous rappelant l'importance que ça aurait été pour eux. Et la traduction immédiate, effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les nombreux travaux qui ont été développés et mis en œuvre sur la base aérienne de Cholet en particulier pour accueillir les différents mandats. Et puis, comme l'évoquait le commandant Mathieu, c'est la qualité de l'accueil, donc des hangars chauffantes, mais également des dispositifs complètement connectés qui permettent de travailler dans des conditions tout à fait optimales avec nos camarades de l'OTAN. Je compléterai les dires du général par le fait que, en tant que chef de détachement, nous avions des interactions régulières avec la nation hôte. Moi, en tant que chef de détachement, j'avais une réunion hebdomadaire avec le commandant de la base, justement pour vérifier que nous avions tout ce qu'il fallait pour pouvoir réaliser notre mission de manière optimale. Et ils étaient vraiment à l'attention de nos moindres désirs pour réaliser cette mission. Donc, s'il y avait le moindre souci, on avait juste à le reporter, et dans la journée, on avait des solutions palliatives pour pouvoir améliorer nos conditions de travail. Donc, ils sont conscients de la nécessité de notre présence de toutes les nations de l'OTAN pour préserver leur espace aérien. Et justement, en termes de soutien, ils font tout pour que les nations qui participent à cela puissent le faire de manière nominale et optimale. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et nous allons maintenant passer au tour d'horizon des opérations françaises avec le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Guillaume Vernet. Merci mon général, bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce tour d'horizon avec la partie européenne, où sur le flanc oriental de l'Alliance, l'ensemble des nations de l'OTAN veillent quotidiennement à la sécurité du territoire de l'Europe. On commence avec l'Estonie du 28 au 30 mars. Les militaires français de la compagnie d'infanterie légère se sont entraînés aux côtés de l'Estonian Defence League. Au cours de ces manœuvres, les militaires ont réalisé du combat d'infanterie force contre force à travers des exercices d'attaque. Cet entraînement intégrait une menace drone et une attrition qui permettait aux unités et aux postes de commandement de s'entraîner dans un environnement contesté. Cet exercice conjoint a été l'occasion d'un échange précieux de savoir-faire et témoigne de la relation privilégiée qui existe entre les forces armées françaises et l'Estonian Defence League. On passe à la Roumanie, où le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français maintient sa posture défensive et dissuasive. Après avoir achevé en fin de semaine dernière une série de campagnes de tir avec des matériels du haut du spectre, c'est maintenant au tour des sapeurs du bataillon de prendre part à l'exercice Eagle Sapper. Ce dernier a pour but de parfaire leur maîtrise du combat dans leur domaine d'expertise, à savoir le minage, le contre-minage, les obstacles de manœuvre, le bréchage, qui sont autant de savoir-faire qui sont passés en revue au cours de cet entraînement. Cet exercice est aussi l'occasion de poursuivre l'intégration de procédures conjointes avec les sapeurs roumains, tout en bénéficiant de leur connaissance du terrain. Ces séquences riches en enseignements renforcent chaque jour davantage la cohésion des unités de combat de l'Alliance. Un petit peu plus à l'ouest, maintenant aux Pays-Bas, du 31 mars au 11 avril, les forces aériennes de l'Alliance conduisent l'exercice annuel de haute intensité Ramstein Flag 25. Cet exercice interallié de grande envergure
regroupe plus de 90 avions de combat en provenance de plus de 15 pays de l'OTAN. L'Allemagne, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Turquie. La participation française de l'armée de l'air et de l'espace comprend 5 Rafales qui sont déployés sur la base aérienne de Leeuwarden aux Pays-Bas, ainsi qu'un AWACS et un MRTT qui sont déployés depuis le territoire national. Ramstein Flight, c'est un exercice tactique dirigé par le commandement aérien de l'OTAN, AIRCOM, dont le but est d'offrir aux nations participantes des scénarios d'entraînement de haut niveau dans un environnement opérationnel complexe. Cet exercice met également en œuvre la puissance aérienne de l'OTAN, élément essentiel au maintien de la posture dissuasive et défensive de l'Alliance pour tous ses membres. On passe à la mer Baltique, où l'OTAN poursuit l'activité Enhanced Vigilance Activity Baltic Sentry. Les armées françaises engagent au sein de cette opération le patrouilleur de haute mer enseigne de vaisseau Jacques Couvet, qui est inséré au sein du Task Group maritime permanent de l'OTAN, le SNMG-1. L'objectif est bien de dissuader toute action hybride en Baltique sur les infrastructures critiques. En Méditerranée maintenant, les bâtiments de la Marine nationale poursuivent leur patrouille aux côtés de leurs alliés de l'OTAN. Après avoir relevé le patrouilleur de haute mer, commandant Biro et le chasseur de mines tripartite Capricorne, eh bien, les 2 chasseurs de mines tripartite Lyre et Céphée patrouillent désormais en Méditerranée. Leur mission dans la zone, elle vise à consolider l'interopérabilité avec les marines partenaires et alliés dans le domaine de la guerre des mines et de la maîtrise des fonds marins. Ils contribuent ainsi à la défense des approches maritimes de l'Europe en Méditerranée. En Méditerranée occidentale maintenant et en Atlantique, du 24 mars au 4 avril, les armées françaises ont engagé un Atlantique 2 dans le cadre de l'exercice Dynamic Mariner. C'est l'édition 2025 organisée par l'Espagne. Cet exercice rassemble 6 pays, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et la Turquie. C'est autour de 30 navires de guerre, 2 sous-marins et des différents aéronefs, des avions et des hélicoptères. Il vise à renforcer la coopération navale et la capacité de réaction rapide de l'Alliance face aux menaces maritimes dans un environnement multilutte complexe. Toujours en Méditerranée maintenant, en Grèce, on a 6 Mirage 2000D qui sont déployés sur la base d'Andravida jusqu'au 12 avril pour participer à l'exercice grec multinational Iniokos 25. Cet exercice de simulation de combat aérien de haute intensité regroupe des avions de combat en provenance de 14 nations différentes: l'Autriche, Chypre, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Inde, Israël, l'Italie, le Monténégro, la Pologne, le Qatar et la Slovaquie. L'exercice Iniokos 25 démontre la qualité de la coopération bilatérale entretenue avec la Grèce et la capacité des forces armées françaises à interagir dans un cadre multilatéral. On passe maintenant aux eaux territoriales roumaines, puisque cette semaine, dans le port de Constanta, en Roumanie, a débuté l'exercice Sea Shield 25, auquel les armées françaises participent avec un Atlantique 2 et un détachement du groupement plongeurs démineurs Manche. Organisé par les forces navales roumaines, cet événement multinational implique la participation de plus de 2300 militaires qui proviennent de 12 pays: l'Albanie, la Bulgarie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Turquie. Les principaux objectifs de cet exercice incluent l'approfondissement de l'interopérabilité entre les forces navales des pays participants, notamment dans le domaine de la guerre des mines, ainsi que le perfectionnement des procédures face à des scénarios complexes tels que des attaques simultanées maritimes et aériennes, ainsi que des menaces hybrides. Au cours de cet exercice, les forces participantes réaliseront des séquences de combat dans divers environnements, soit maritime, fluvial, terrestre et aérien. Des activités spécifiques incluront la défense des infrastructures critiques, la protection des lignes de communication maritimes et le soutien aux opérations amphibies. Cet exercice représente un engagement fort envers la sécurité régionale et la stabilité sur le flanc oriental de l'OTAN. Il vise à renforcer la coopération et à améliorer la capacité de réaction collective face à des crises potentielles. On passe à la Pologne, où les formations au profit des forces armées ukrainiennes se poursuivent. Plus de 150 soldats ukrainiens répartis sur 5 modules différents, à savoir chefs de groupe, reconnaissance, tireurs d'élite longue distance et instructeurs au tir de combat, sont ainsi formés par des instructeurs français de UMAM.
Ces formations répondent aux besoins exprimés par le partenaire et témoignent du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. Passons maintenant à la Méditerranée orientale pour le Proche et Moyen-Orient, où une frégate française est toujours déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Passons à la mer Rouge, où la frégate française déployée au sein de l'opération européenne Aspides a poursuivi ses accompagnements de navires de commerce à travers le détroit de Bab el-Mandeb. La France engage en permanence des moyens militaires dans cette zone afin de faire respecter le droit international et de garantir la liberté de navigation dans la région en allant de Suez jusqu'à Ormuz. On passe au Liban, où la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité du pays. Les militaires de la Force Commander Reserve de la FINUL poursuivent leur patrouille à travers l'ensemble de la zone d'opération en coordination avec les forces armées libanaises. Déterminée à faire appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la FINUL appuie quotidiennement l'action des forces armées libanaises dans le sud du pays. On passe maintenant à l'Irak. Les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont assuré la permanence aérienne de la coalition autour de la zone afin de lutter contre Daesh. Du 20 au 26 mars, le détachement de chasse de Rafale biplace a effectué 14 sorties aériennes pour un total d'environ 65 heures de vol. En parallèle de cela, le 25 mars, les Rafales ont réalisé des missions d'entraînement de défense aérienne avec les forces irakiennes. Ces vols de Partner Nation Integration ont permis un échange privilégié avec les forces irakiennes, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre les deux nations. Enfin, et toujours en Irak, la Task Force Lamassu, en coopération avec les forces françaises aux Émirats arabes unis, ont achevé le premier module de la formation du 5e bataillon du désert irakien. Celui-ci s'est concentré sur la tactique, le tir, le secourisme au combat et le combat du génie. Ces unités ont vocation à être déployées aux frontières du pays afin de lutter contre la résurgence de Daesh. On passe maintenant à la zone de Djibouti. Dans la Corne de l'Afrique, la France s'engage, vous le savez, aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de défense bilatéral qui lie ces deux pays. Ainsi, du 25 au 27 mars, un ravitailleur KC-135 français a effectué une mission d'entraînement au ravitaillement en vol au profit des Mirage 2000-5 des forces françaises stationnées à Djibouti. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien. Dans le prolongement des actions conduites par les FFDJ, la base navale djiboutienne a accueilli en cette fin de mois de mars le porte-avions Charles de Gaulle et les escorteurs intégrés au groupe aéronaval. Partenaire historique des armées françaises, cette escale à Djibouti s'inscrit dans la continuité de la coopération qui s'est vue renforcée par la signature récente du renouvellement pour 20 ans du traité de coopération en matière de défense entre les présidents djiboutiens et français. En vertu de cet accord et à la demande des autorités djiboutiennes, les forces françaises stationnées à Djibouti contribuent à la défense de Djibouti dans le respect de sa souveraineté. Depuis le 28 novembre dernier, les armées françaises déploient le GAN aux côtés des alliés et des partenaires stratégiques de premier plan en Méditerranée et en Eau-Pacifique, qui sont les zones d'intérêt majeures pour la France et pour l'Europe. Toujours en Afrique, on passe au golfe de Guinée, où le patrouilleur de haute mer commandant Ducoing poursuit son engagement dans l'opération Corimbe. Le 31 mars, après une escale à Abidjan, le PHM a appareillé afin de mener une mission de contrôle contre la pêche illicite en coopération avec le patrouilleur ivoirien Bouclier. Cette coopération démontre l'engagement des armées françaises aux côtés des marines des États riverains du golfe de Guinée afin de lutter contre les activités de trafic illicite. Passons à la zone Indo-Pacifique. On commence avec Madagascar, où du 17 mars au 3 avril, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien conduisent un détachement d'instruction opérationnelle, un DIO, à Diego Suarez, au profit du 2e bataillon d'infanterie de marine malgache. Cette formation portant sur les techniques de sauvetage au combat, l'instruction sur le tir au combat et le corps à corps adapté au combat de haute intensité permet de renforcer la coopération entre les deux nations et consolide le niveau de préparation opérationnelle des armées françaises et de ses partenaires régionaux. Au travers des partenariats qu'elles tissent, les armées françaises s'engagent pour un espace indo-pacifique libre et ouvert. À Mayotte maintenant, sous l'autorité du ministère des Outre-mer, le bataillon de reconstruction, le BATREC, poursuit ses chantiers à la demande de concours sous les demandes de concours de la préfecture dans les localités de Mtsangadoua, de Tsingoni, de Bandraboua et d'Akoua. Ces actions contribuent au plan interministériel pour la reconstruction de Mayotte.
passe maintenant à la Polynésie française, puisque déployée depuis le 20 février, la frégate de surveillance Prairial en mission Aquarius patrouille actuellement en direction de son port d'attache à Papeete. Cette mission de lutte contre la pêche illégale dans la zone économique exclusive française et dans les ZEE des pays partenaires renforce la coopération avec les États insulaires du Pacifique. Les armées françaises s'engagent avec leurs partenaires dans la lutte contre les trafics en tout genre et la préservation des ressources halieutiques. On passe maintenant à la zone anti-Guyane, tout d'abord au large de la Guyane, où les 30 et 31 mars, la mission Jeanne d'Arc, qui comporte le porte-hélicoptère amphibie et son escorte, ont effectué une patrouille conjointe de police des pêches avec le patrouilleur anti-Guyane, la combattante des forces armées en Guyane. Le déploiement de la mission Jeanne d'Arc participe pleinement à l'affirmation de la souveraineté de la France dans cette zone et illustre la capacité de réaction des forces armées françaises. La mission Jeanne d'Arc contribue ainsi directement à la protection de la population du territoire national et des intérêts de la nation. Toujours en Guyane, les militaires de la mission Harpie, appuyés par un détachement de la gendarmerie, ont conduit plusieurs patrouilles en forêt de lutte contre l'orpaillage illégal. Au bilan, ces patrouilles ont permis la saisie de plusieurs véhicules, de matériel utilisé par les orpailleurs et d'or, tout ça pour une valeur de 3,2 millions d'euros. En parallèle, les forces armées guyanaises et un détachement du groupe Jeanne d'Arc ont conduit l'exercice d'évacuation des populations fer de lance. Cet exercice interarmé mené aux côtés du Brésil, du Suriname et du Guyana permet le renforcement de la coopération entre les armées et œuvre au profit de la stabilité régionale. Les unités embarquées de la mission Jeanne d'Arc viennent ainsi prolonger l'action des forces de souveraineté sur place. On passe maintenant aux Antilles. Le 22 mars, un bâtiment de la Marine nationale a procédé à l'interception en haute mer d'un navire de pêche à 730 milles nautiques, environ donc 1350 km au large de la Martinique. Grâce aux renseignements de la Guardia Civile espagnole, qui sont centralisés par le Centre européen de coordination multinationale pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, il y a eu une visite à bord du navire qui battait pavillon brésilien. Et cette visite a permis la découverte et la saisie de 1206 kilos de cocaïne. L'ensemble de la marchandise et les 6 personnes interpellées de nationalité brésilienne et française ont été ramenées à Fort-de-France et remis à l'office anti-stupéfiants. Ce type d'opération, qui est mené régulièrement par les forces armées aux Antilles, contribue à la stabilité régionale et à la protection des populations.